Je me suis endormie et j'ai ressenti des choses étranges. Un doigt, deux doigts, la main. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. En fait, à ce moment-là, c'est vraiment, je dirais, la quatrième dimension dans ma tête. J'étais dans la peur, mais j'étais comme figée dans l'incompréhension. Comme si mon corps et mon esprit étaient dissociés. Dissocié, ouais. La première chose à laquelle je pense, en fait, ce sont mes enfants. Oh là là, il faut que je me dégage de ça pour les protéger, les préserver de ça. Je trouve que la justice n'est pas là pour les victimes. Et pire, c'est comme si, à un moment donné, c'était lui qui était victime d'une machination. C'est un rouleau compresseur, cette justice. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que la vie est belle. Je vous remercie d'être avec nous encore, et puis bien évidemment d'être toujours aussi plus nombreux sur cette chaîne. Dans le monde d'Olivier, ce sont des histoires extraordinaires, des trajectoires à part, comme celle que vous allez entendre aujourd'hui. Je considère que nous sommes dans un pays qui ne protège pas les femmes de ce pays. En France, aujourd'hui, encore beaucoup trop de femmes sont violentées, sont abordées par des hommes qui n'ont aucun respect pour elles. Et puis, beaucoup de femmes sont agressées sexuellement. À partir de ce moment-là, vous allez l'entendre avec le témoignage de Mélodie que nous recevons aujourd'hui. Le temps de la justice aussi pour une femme qui a été violée peut être une éternité. Ce qui, à mes yeux, est une incohérence totale et surtout une honte dans un pays où la justice se devrait de juger vite ces histoires de viol et surtout ces agresseurs, ces violeurs. Et puis vous le verrez, une femme, lorsqu'elle est agressée sexuellement ou qu'elle est violée, n'est absolument pas certaine d'arriver au bout en termes de justice et de voir son agresseur condamné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous recevons Mélodie, qui nous vient de loin. Je vous dis de loin parce que je sais que vous avez fait beaucoup d'heures de train pour nous rejoindre, Mélodie. Alors, merci beaucoup d'être là, à nos côtés. On se connaît, en fait, on ne s'était jamais vu, on se voit pour la première fois aujourd'hui, mais nous avons eu l'occasion d'échanger au téléphone à plusieurs reprises, longuement, de votre histoire. Et il me semblait très important que celles et ceux qui sont là avec nous aujourd'hui entendre votre histoire parce que je trouve qu'elle est emblématique de toutes ces femmes qui ont subi le viol à un moment dans leur vie et qui n'ont pas eu ne serait-ce même l'opportunité de pouvoir se défendre dans un tribunal parce que tout simplement lorsqu'il y a un viol, c'est souvent la parole de l'un contre la parole de l'autre et qu'il faut des preuves, qu'il faut tout un tas d'éléments pour prouver qu'il y a eu viol. Et que de nombreuses femmes aujourd'hui restent avec ça sur la conscience, dans leur corps. Et c'est souvent des femmes qui sont blessées à vie. On va écouter avec attention votre histoire qui, je trouve, encore une fois, je le répète, est emblématique. Parce que, comme je vous le dis souvent, vous qui nous regardez, ce sont de vos vies à vous dont on parle. Parce que ces vies, elles peuvent être merveilleuses, elles peuvent être très belle, et du jour au lendemain, lorsqu'on s'y attend pas du tout, cette vie peut basculer. C'est ce qui vous est arrivé, Mélodie. C'est arrivé quand, exactement? Bonjour Olivier, Bonjour. Merci de me recevoir ici dans votre studio. Donc aujourd'hui j'ai 48 ans. C'était il y a 8 ans, j'avais 40 ans. J'étais dans la joie, vraiment... des choses très positives. Il s'était passé plusieurs choses avant dans ma vie. Donc je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants. Nous étions dans une éducation plutôt positive. On parle aujourd'hui de maternage proximal, ce genre de choses, d'éducation positive. Donc on était vraiment là-dedans. Et puis on a eu pas mal de problèmes de santé qui se sont succédés, mais qu'on a surmontés. Tout allait bien cette année-là. On est parti en vacances à la mer avec ma sœur et mon beau-frère, leurs 2 enfants. Ouais. Et puis un ami qu'on connaissait depuis une quinzaine d'années, sa compagne, leur petit garçon et sa fille à lui. Donc nous sommes partis là-bas. Et nous avons passé la semaine à la mer, tout s'est très très bien passé, si ce n'est que lui était très alcoolisé très souvent, avait un comportement un petit peu particulier plus que d'habitude, c'est quelqu'un qui est assez spécial, on en reparlera. Et
le dernier jour, en fait, mon mari est reparti pour se reposer, pour reprendre le travail, avec sa compagne à lui, puisqu'elle reprenait le travail aussi. Donc nous sommes restés là la dernière soirée. Nous sommes allés au restaurant, nous avons passé la soirée. Voilà, c'était la dernière soirée, on était sur place, évidemment. On a bu un petit peu aussi. On a profité de l'instant. Je suis allée me coucher. Les enfants étaient allés se coucher vers 22h30. Je suis partie me coucher vers 3h du matin, un peu par là. Et puis, je me suis endormie contre mon fils qui dormait de 8 ans contre moi. D'accord. Mon fils qui avait 8 ans et ma fille dormait dans un petit lit collé à notre lit. Votre fille a quel âge à l'époque? Donc elle a 9 ans, ils ont 1 an et demi d'écart. D'accord. Voilà, ils sont petits tous les deux. Donc vous dormez dans la même chambre que vos enfants? Voilà, c'est ça. Jusque-là, mon garçon dormait sur un matelas gonflable, puisque mon mari était là. Et puis, du coup, comme il est reparti avec le matelas, il a dormi avec moi dans le lit. Donc je me suis couchée, je me souviens, je peux me remettre dans cette situation-là très facilement, très aisément. Je me suis couchée contre lui, j'étais vraiment sur le côté, si vous voulez, face à face avec lui, son visage. Lui, il dormait. Et puis, je me suis endormie et quelques temps après, peut-être une demi-heure, 1 heure, j'ai ressenti des choses étranges. Je pensais que je rêvais. Et c'était vraiment très bizarre. Ça a duré un certain temps avant que je prenne conscience de ce qui se passait, de la gravité de la chose, puisque j'ai senti une tête entre mes jambes avec des douleurs très rapidement suite à ça. 1 doigt, 2 doigts, la main. Voilà. Et donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. Oui. Vous réalisez, bien évidemment, la gravité de ce qui se passe. Voilà. Je précise que la première fois que vous m'avez parlé de ce viol, puisque dès lors qu'il y a pénétration, c'est un viol. Est-ce que vous réalisez que votre agresseur est l'homme qui a partagé les vacances en couple, donc avec sa compagne, votre mari, vos enfants? Est-ce que vous réalisez qui est en train de vous agresser? En fait, à ce moment-là, c'est vraiment, je dirais, la 4e dimension dans ma tête. Je ne sais pas, je comprends pas, je comprends qu'il y a quelque chose qui est pas normal qui se passe. J'ai plein d'images qui me viennent dans la tête, mais je pense pas spontanément à lui. La première chose à laquelle je pense, en fait, ce sont mes enfants. Et je me dis, oh là là, il faut que je me dégage de ça, sans faire de bruit, pour pas les réveiller, pour les protéger, les préserver de ça. En fait, c'est vraiment, je crois que c'est la première chose qui m'est venue. Donc je me suis tournée sur le côté et puis il a essayé par derrière et puis je lui ai mis un coup de pied, il est ressorti de la chambre, il est revenu à plusieurs reprises, une fois où il s'est couché contre moi, il a levé le drap, donc je l'ai poussé, il est tombé par terre. C'est ce qui après, plus tard, au niveau à l'écoin du procès et tout, aussi, voilà, les gens ont entendu ce bruit-là, ceux qui étaient là dans la maison à ce moment-là, du fait que je l'ai repoussé. Et puis il est revenu 2-3 fois dans la chambre et à un moment donné, j'ai allumé mon téléphone parce que je me suis dit, pour moi c'était impensable, c'était irréaliste, c'était pas possible. Je me suis dit, il y a un intrus dans la maison, il y a quelqu'un qui s'est introduit et voilà, qui est venu. Enfin, je sais pas, j'étais vraiment partagée par plein d'idées qui venaient, qui partaient. C'était assez bizarre et horrible en même temps. Vous étiez dans la peur? Et donc, oui, c'est ça. Mais j'étais dans la peur, mais j'étais comme figée dans l'incompréhension. À ce moment-là, c'est comme si mon corps et mon esprit étaient dissociés. Dissociés, oui. Voilà. Et puis mes enfants. Alors ça passe après. Mes enfants, voilà, pour le coup. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait, mais je n'étais pas sûre de moi. Mais là, à ce moment-là, quand il revient, je pose ma main sur le téléphone pour mettre de la lumière. Et donc, c'est là que je le vois. Vous apercevez le visage de votre agresseur. Et donc, je le vois. Il faut savoir que juste avant qu'on aille se coucher, lui était très alcoolisé, comme d'habitude. Il a tenté de m'embrasser et je l'ai repoussé. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin,
là aussi, à ce moment-là, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Ouais. Enfin, voilà, non. Enfin, puis je l'ai pris un petit peu... non, enfin, voilà. Non, pas du tout. Il est bon d'emblée de préciser que les choses étaient très claires dans vos relations. Ah oui. Avant cet épisode, bien sûr, ouais. Cet homme n'avait jamais tenté quoi que ce soit auprès de vous. C'est donc à part pour ce cela moment-là, voilà. que ce soir-là, vous vous dites, il est bourré, hein, comme on dit, et il sait plus trop ce qu'il fait, et vous le rembarrez de manière gentille, parce que finalement, c'est quand même un copain de la famille. Voilà, enfin, vous avez passé vos vacances, une partie de vacances, donc, mais bon, vous lui faites comprendre très clairement, va te coucher. Voilà, exactement. Il repart. Il sait que les enfants dorment dans la chambre. Bien sûr, oui. Tout à fait. Donc, lorsque vous allumez donc ce téléphone et que vous le poussez, des gens vont entendre qu'il tombe. Oui. Ma sœur a entendu un gros boom. Ma fille aussi, elle l'expliquera plus tard lors des auditions. Oui. Donc, il y a déjà ce bruit comme si quelqu'un tombait. Donc, voilà, je l'ai vraiment poussé et tombé par terre. Après, il n'est plus revenu, mais moi, j'étais vraiment dans un état second, vraiment d'incompréhension. Je me disais, bon, tu vas t'endormir et puis tout ça, ça n'existera pas. Enfin, voilà, je vais l'oublier, le mettre dans un coin, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'était un petit peu le chaos confus. Et donc, je me suis levée, j'ai eu... envie de enfin tout ça m'a voilà, j'avais envie de vomir, je me suis levée pour aller vomir, les toilettes étaient à l'entrée, il y avait une espèce de terrasse avec le canapé, il était allongé dessus, et quand je suis passée pour aller aux toilettes, il s'est relevé, il m'a regardé avec un sourire mesquin ou arrogant, ou je ne saurais pas comment dire, laissant penser que possiblement, ça y est, j'étais prête à venir faire quelque chose avec lui. Donc, voilà. Donc, je suis allée vite aux toilettes et je suis vite partie me coucher. Il était vraiment dans un état très alcoolisé? Oui, bon, comme d'habitude. Après, il était quand même... il avait une certaine lucidité quand même. Même avec un certain degré d'alcool, il était... Enfin, en tout cas, il avait assez de lucidité voilà. Pour se glisser discrètement dans la chambre, ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller les enfants et ne pas vous réveiller. Et puis, commencer ses sales besognes. Donc, il était parfaitement conscient de ses actes. C'est bon de le préciser dès maintenant. Je pense aussi que lors de cette soirée, il n'arrêtait pas de dire à ma sœur et mon beau-frère d'aller sur la plage, faire leurs affaires, voilà. Maintenant, après, je me dis, il avait quand même une intention derrière la tête avant que ça se produise. C'est pas venu là comme ça. Bon, voilà. Nous verrons en avançant un peu plus que le profil de cet homme va révéler un prédateur pour les femmes, mais pas seulement. Donc je dirais que malheureusement, malgré la catastrophe qui vous est arrivée ce soir-là, on est passé près d'une catastrophe aussi pour les enfants, puisque on va s'apercevoir que cet homme a aussi des antécédents pédophiles. Vous êtes violée ce soir-là, Mélodie. Oui. Vous prenez conscience que vous avez été violée le matin au réveil, ou c'est dans la nuit, lorsque, une fois que le corps et l'esprit reviennent à eux, vous réalisez qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Eh oui. En fait, je me suis dit, tu vas t'endormir et puis tu te réveilleras et bon, voilà, on reprendra le cours de notre vie. Et puis, comme il ne faut pas trop parler de ce genre de choses, voilà, j'avais certainement peur aussi de la réaction des personnes qui étaient là, de mon mari, de ma sœur aussi, est-ce qu'ils vont me croire, enfin voilà, c'est très difficile. Et puis il y a ce sentiment de culpabilité aussi, qu'est-ce que j'ai fait, comment c'est possible. Et donc je m'endors et je me réveille peu de temps après avec cette douleur qui s'intensifie en fait. Donc là, je me dis, c'est grave quand même. Là, il s'est passé quelque chose de grave. Donc j'étais en incapacité de parler, de bouger. Je me suis levée. Ma sœur ils étaient déjà levés. Ils prenaient leur café. Lui,
à son habitude, à son aise. Il lui racontait des histoires. Lui était tout à fait décontracté. Normal, tout va bien. C'est votre sœur qui va remarquer Qui constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'étais dans la chambre, j'étais assise sur le lit, les enfants étaient déjà sortis, et elle vient me voir et elle me demande qu'est-ce qui se passe. Et donc je lui raconte. Et vraiment, j'avais vraiment peur de leur réaction. Et je sais pas, c'est pas grave. Vraiment, je m'attendais à ça, où j'avais peur qu'on ne me prenne pas au sérieux. C'est fou que vous ayez pensé que votre sœur ne puisse pas vous croire, parce que vous avez une relation très forte avec votre sœur. Oui. Mais pour autant, je me suis dit, ils vont pas me croire, c'est tellement fou, tellement gros, énorme que voilà. Mais les enfants dans la chambre, et puis en fait, s'ils prennent vraiment la mesure des faits, ma sœur va réveiller mon beau-frère. Alors lui, il se lève, il était dans une colère. Je voulais attraper un couteau et tout, je vous dis pas. Bon, après, voilà, ça s'est calmé. Et donc, on l'a invité à venir dans la chambre pour discuter de ça. Oui. Et je lui ai dit, il s'est passé des choses graves cette nuit. Et il m'a répondu, je suis venue t'embêter, c'est ça. Et puis après, à tourner en rond et à venir me voir et à revenir me voir, mais je pense pendant une bonne demi-heure, à me dire, il faut que ça reste entre nous, on est des amis, vraiment tu diras rien. Voilà, ça a duré un certain temps jusqu'à ce que, moi je dise, ouais, ok. C'est fou, quoi. Donc il vous fout la paix. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, c'est fou. Ah, oui. Oui, ok, bon, d'accord, allez, on dira rien. À ce moment-là, je ne savais vraiment pas ce qu'il allait se passer, je ne pensais vraiment pas aller porter plainte ou ce genre de choses. Vous étiez sidérée, non ? Oui, voilà, c'est ça, en état de sidération. Il n'y a plus rien qui se passe, c'est mon cerveau qui a fait reset, qui s'est arrêté. Mon corps et mon esprit sont là et pas là. Donc ma sœur et mon beau-frère s'occupent de ranger les affaires, les enfants et tout, et puis on décide de partir très rapidement. Donc on s'en va. Avant qu'on aille plus loin, cet homme qui était, je le rappelle, avec sa compagne, il était copain avec qui exactement ? Avec votre mari ? Avec En fait, c'était un très très bon ami à mon ex-beau-frère. Votre ex-beau-frère. Voilà. Donc, le beau-frère qui était là au moment des faits. Le mari de ma sœur, oui. D'accord. Voilà. C'était un copain à lui. Oui, c'est ça. C'était vraiment un très bon ami à lui. Et puis du coup, on passait certaines soirées ensemble. On se retrouvait dans des soirées où on avait des amis en commun, comme ça. D'accord. Et puis là, c'était trouvé cette proposition d'aller passer une semaine ensemble à la mer. Ce qui était plutôt sympa. Voilà. On partage les frères, on loue une maison, les enfants. Ouais, voilà. Voilà. Je m'arrête sur la réaction de votre beau-frère, qui est très en colère. Ça ne semble pas durer très longtemps, sa réaction. Comment réagit votre agresseur ? Il le calme, il arrive à le baratiner. Qu'est-ce qu'il fait pour que ça se calme ? Oui, je me souviens plus très bien, mais c'est vrai qu'il essaye de se défendre de ça en disant que voilà, je l'accuse de choses, que c'est n'importe quoi, que je dis n'importe quoi, qu'il faut pas m'écouter. Mais là, sur l'instant T, à ce moment-là, quand même, c'est on rentre, on range tout, on rentre, on remballe, et puis on verra après. C'est dans un second temps après que oui, je pense que ça a été compliqué, difficile pour lui, et qu'il s'est complètement détaché de cette histoire, de moi, de lui, voilà, jusqu'à l'occulter complètement, quoi. D'accord. Mais bon, je pense que ça donc devait être difficile aussi. Vous rentrez de vacances, vous réintégrez votre maison, votre mari. Pas de suite. Pas tout de suite ? Non, mon mari, en fait, là, je ne lui dis rien. Je ne l'appelle pas. Parce que je ne sais pas comment il va réagir. Et puis lui, il est déjà rentré, il est déjà chez nous. Oui. Donc on décide avec mon beau-frère, c'est lui qui m'accompagne. Ma sœur prend tous les enfants, elle en a 2, j'en ai 2. Donc elle prend tous les enfants, ils rentrent chez eux. Et puis mon beau-frère m'accompagne chez moi. Et puis il m'accompagne pour aller expliquer ce qu'il s'est passé. À votre mari ? Voilà, mon mari. Donc sur le moment, il croit qu'il s'est passé quelque chose entre nous deux, que je l'ai trompé. Enfin, c'est ce qu'il pense d'emblée comme ça. Oui. Et parce que moi, je ne suis pas en capacité encore vraiment de parler. J'ai la gorge nouée, je suis figée, je suis
dans un état... et donc, c'est mon beau-frère qui lui explique. Et donc, il lui dit non, mais vraiment pas du tout. Donc, voilà, on reprend les choses. Et là, il sort dans une colère. Il me dit, si tu ne vas pas porter plainte, je vais le tuer. Mais il l'appelle aussi. Il l'appelle et il lui dit, viens me battre, viens me taper. Il lui dit, je crois que c'est un message qu'il va recevoir, je suis navré et impardonnable. Donc, il écrit ça. Un SMS à votre mari. Je suis navré et impardonnable. Important pour vous de bien enregistrer ce message à ce moment-là, parce que vous allez voir que l'attitude de cet homme va beaucoup changer ensuite. Voilà. Bien évidemment, votre mari, n'importe quel mari aimant, comme il était à l'époque, votre mari voulait le tuer. Oui. Il n'est pas venu à cette convocation de votre mari. Non. Du coup, je suis allée au commissariat et j'ai déposé ma première plainte. Voilà. Donc, j'ai été entendue. Vous avez été entendue, d'accord. Vous êtes bien reçue au commissariat ? Là, oui. Vraiment, j'avais peur aussi de cela. Et finalement, ça s'est vraiment bien passé. Il a été assez compréhensif, avenant. Et voilà. Pour le coup, là, à ce moment-là, ça se passe plutôt bien. C'est un officier de police judiciaire, donc qui... Non, c'est même pas. C'est pris en dépôt de plainte. Dépôt de plainte par un homme en uniforme ? Voilà, c'est ça. Oui. Donc, à partir de là, se mettent en route tout un tas de choses autour de ça. Donc, lui, il est placé en garde à vue. Et puis, moi, on va me convoquer très rapidement pour des auditions, justement, avec les officiers de police judiciaire. Moi, mon mari... ma sœur et mon beau-frère, et puis lui aussi de son côté, et puis les enfants. Mais avant tout ça, Mélodie, est-ce que vous êtes allée à l'hôpital faire constater tout ce qui s'était passé ? Je suis allée aux urgences le jour même. Le jour même. Parce que je sais pas, j'ai été pris de panique, de peur. J'ai dit, il faut que quelqu'un m'examine. Donc je suis partie aux urgences à Toulouse. Aux urgences à Toulouse, il m'a expliqué, il a regardé tout, il a dit, oui, effectivement, il y a quelque chose. De toute façon, on ne peut pas le nier, ça se voit. Mais il faut que ce soit vu par un médecin expert, mandaté par le tribunal. Ouais. Donc l'expertise, elle a eu lieu le lendemain ou le surlendemain. D'accord, voilà. Donc tout de même près dans le temps de l'agression. Voilà, oui, c'est ça. Donc vous avez pu faire constater, parce que cette agression, ce viol, en plus, il faut le préciser, a été violent pour vous. Cet homme vous a fait mal. Alors sur le rapport du médecin légiste est écrit des lésions jusqu'au col de l'utérus avec une suffusion hémorragique et puis des ecchymoses et des érythèmes assez importants sur les lèvres, enfin voilà, sur l'aspect génital, et après des ecchymoses qui ont été relevées sur mon corps aussi, récentes. Donc certainement, très probablement qu'il avait dû me manipuler pour arriver à ses fins sans que j'en ai vraiment conscience. Peut-être aussi, vous êtes-il agrippé quand vous essayiez de c'est possible aussi, vous défaire de cette situation. En tout cas, il faut noter que vous faites les choses tout de même dans l'ordre. Je le dis pour toutes celles qui nous regardent et bien évidemment dont je souhaite fortement qu'elles ne connaissent jamais ce type d'agression. Mais il est très important que vous écoutiez les mots de Mélodie qui parlent de sidération, qui parlent de l'esprit et du corps qui sont dissociés. C'est souvent l'état ressenti par les victimes, mais il est très important lorsqu'on a repris ces esprits d'aller porter plainte tout de suite et ensuite d'aller faire constater dans un hôpital tout ce qu'il faut faire constater avec peut-être une prise d'ADN aussi, je ne sais pas si elle a eu lieu. Oui. Ils ont pris mes vêtements pour relever l'ADN. Son ADN a été retrouvé aussi sur mes vêtements que je portais cette nuit-là. Une fois que vous avez porté plainte, que tout ça est fait,
il y a les jours qui vont passer et s'enchaîner. Ce viol, bien évidemment, il a un impact, en tout premier lieu, sur vous, mais vos enfants sentent qu'il s'est passé quelque chose ou vous arrivez quand même à les tenir à l'écart de tout ça? En fait, la première chose que j'ai voulu faire, c'était les protéger et vraiment les préserver de ça. Et puis après, comme j'étais en état de choc, je ne suis pas allée de suite voir ce qui se passait pour eux. Bon, je m'étais dit, ça va, je pense qu'ils n'ont rien vu. Je me suis... 2-3 jours après, je suis allée les voir le soir et je leur ai demandé s'ils avaient vu ou entendu des choses la dernière soirée qu'on avait passée à Frontignan, donc c'était à la mer. Et donc je vais voir mon fils et mon fils me dit mais oui maman, Richard il s'appelait. Ouais. Oui maman, Richard il est rentré dans la chambre et puis il est ressorti, mais tu te souviens pas? Et là en fait c'est l'effondrement du corps, de tout. J'ai mes jambes coupées. Je me suis dit c'est pas possible, il l'a vu. Il a tout vu. Il a tout vu. Ma fille me dira qu'elle a entendu du bruit, mais que ça ne l'a pas réveillée. Elle devait être certainement dans un sommeil plus profond. Mais lui, comme il était tout à côté de moi... Donc, je dis ça aux policiers, là, et ils auditionnent les enfants aussi, en plus. Et la première semaine, ça a été vraiment... c'était vraiment axé autour de ça, les auditions, le tribunal, les expertises. Et puis après, ça s'est calmé un peu. Mais du coup, mon fils, oui, ça a été très compliqué après parce que lui, il a 8 ans, donc c'est différent. Il ne comprend pas. Il ne sait pas ce qu'il se passe. Il va très rapidement faire ce qu'on dit les psychologues, de la dissociation aussi. C'est-à-dire que, comme en fait, pour lui, tout ça, c'est en dehors de la réalité, quoi. C'est en dehors de la normalité, on va dire. C'est pas son père qui est là, c'est quelqu'un d'autre, il se passe quelque chose entre les jambes. Enfin voilà, c'est... Votre fils a comme vous, eu très peur cette nuit-là. Certainement. Il a certainement eu peur, une peur d'être agressé lui aussi. En tout cas, il y avait un étranger qui était là, dans sa chambre, en pleine nuit. Et pour un enfant de 8 ans, c'est la terreur, je suppose. Oui, mais c'était surtout quelqu'un qu'on connaissait, qui faisait partie aussi de notre entourage. Donc, c'est très particulier. Et donc, lui, ça a été vraiment une coupure entre le corps et l'esprit. Il a eu des comportements, du coup, associés à ça, de difficultés avec les copains. Heureusement qu'ils étaient dans une école où les institutrices sont très à l'écoute, sont très prévenantes et ont entendu et compris et ont pris la mesure de la chose pour l'accompagner et l'entourer. Et nous, on a aussi travaillé, bien évidemment, il y a eu les psychologues, mais on les a inscrits dans des activités sportives pour qu'ils renouent vraiment des sensations positives entre le corps et l'esprit, qui passent au-dessus de tout ça, quoi. Voilà. Enfin, on s'aperçoit que en une nuit, cet homme... c'est dévastateur. A dévasté, vous a dévasté et a dévasté votre fils. Parce que c'est très vite que votre petit manifeste par son comportement la peur extrême qu'il a eue cette nuit-là. Parce qu'il ne dit rien, lui, le matin. Je me rappelle, vous m'avez dit, non. il ne fait comme si de rien, comme si rien ne s'était passé. Oui. Or, il a vu cet homme. Votre mari, dans tout ça, parce que, bien évidemment, tout de suite, vous vous rappelez, lorsqu'on s'est parlé la première fois, je vous ai tout de suite questionné sur sa réaction. Comment vit-il cela parce qu'il n'était pas là. Et oui. Alors, bien évidemment, il doit y avoir d'abord le sentiment chez lui, une culpabilité de ne pas avoir pu vous protéger de cette agression. Oui. Bon, d'autant plus qu'on avait une confiance en l'un envers l'autre pour tout un tas de choses. Donc, il est parti vraiment serein, en toute confiance, sachant que il n'avait aucune inquiétude à se faire, me concernant en tout cas. Oui. Donc, du coup, oui, ça réveille des choses difficiles et compliquées après. Et puis, en plus, là, nous étions en pleine construction de notre maison.
Donc on a dû laisser ça de côté. C'est quand même après des mois et des mois de travail, de reconstruction, d'accompagnement, d'aller chercher des professionnels de santé qui puissent nous accompagner aussi, nous aider. Ouais. Donc tout ça, c'est tout un travail. Et notre reconstruction, on l'a laissé de côté. On s'est retrouvé avec des malfaçons parce qu'on n'a pas du tout suivi le chantier. Donc c'est vrai que ça a été, vous savez, comme un tsunami, quoi. Voilà, il y a ça le tsunami a fait exploser et ça fait, voilà. la cellule familiale. Parce que c'est ça. Je me souviens de vos premiers mots lorsque je vous demandais de me décrire votre vie juste avant ce drame. Et vous m'aviez parlé d'une famille idéale, unie. Vous aviez traversé vraiment quelques épreuves dans vos vies. Et enfin, ces vacances, c'était presque la cerise sur le gâteau. C'était, vous étiez enfin... votre couple était très uni, vos enfants étaient heureux. Tout était sur des rails. Il y avait ce projet de maison. Tout était au beau fixe. Oui. Et puis, il y a ce prédateur qui fait tout exploser. Voilà, c'est ça. Et puis, dans toutes ces histoires, ce qui m'avait saisi aussi, c'est la réaction de votre mari, dont vous n'avez pas saisi que ça le touchait dans sa virilité. Il y a eu quelque chose de très compliqué pour lui. Après, voilà, moi j'avais besoin aussi de soutien, j'avais pas forcément autour de moi. On imagine dans ce genre de circonstances que on va être entouré, surtout que vraiment on fait les choses. J'ai fait les choses, je suis allée déposer plainte, que on va être écouté, entendu, soutenu par la famille, les amis. Oui, il y a des amis. Heureusement qu'on a eu des amis qui étaient là. Mais ça reste quand même compliqué et ça touche la sexualité déjà, donc c'est un tabou. Oui. Ça reste un tabou. Oui. Et je ne sais pas, il y a cette espèce de... Comme si on allait mettre des couvercles, vous savez, sur les marmites et on ne dit rien. Surtout, on ne dit rien. Et on attend. On attend de voir possiblement que ça aille mieux, qu'il y ait des moments. Et puis quand on va bien, quand je manifeste des choses positives ou quand on est dans des soirées, ça va, elle va bien. On n'a pas besoin d'en parler. Ouais. Sauf que c'est vous qui avez été violée, Mélodie. Voilà. Et moi, j'avais besoin d'accompagnement, de soutien, d'être aimée, d'être aidée, d'être entourée. Et lui aussi, certainement. Mais je n'étais pas en capacité, du coup, de lui donner ça. Et lui était dans cette colère. C'est surtout ça qui j'ai le sentiment qu'il a tout de suite été rongé par la colère. Ah oui, vraiment. Et qu'il en a même oublié votre blessure à vous, ce besoin que vous aviez d'être épaulé, soutenu par l'homme qui était le père de vos enfants et votre homme, celui que vous aimiez. Et j'ai très vite senti que vous vous étiez heurté à sa colère. La colère, bien évidemment, après l'agresseur, pas après vous. Et oui, bien sûr. Mais qu'elle polarisait un peu son esprit. C'est vrai que c'était omniprésent. Mais de toute façon, pour lui, pour moi, je comprends. On a quand même eu des moments, on a essayé de dépasser tout ça, on a fait des choses pour avancer, malgré tout, je veux dire, même moi, psychologiquement, physiquement, ça m'a pris quand même beaucoup de temps avant de me retrouver avec moi-même et d'avoir des rapports sexuels. C'est difficile. Ça a été long. C'est difficile. Ouais, pour vous de retrouver... Puis lui, il n'osait pas au début me toucher parce que, voilà, c'est sûr que c'est compliqué, ça vient tout faire exploser. Ça a fait tout exploser. Et puis, voilà, on va en parler, mais cette procédure qui est anormalement longue et qui nous inflige aussi la double peine, en fait. Oui, parce que cet homme vous viole, vous allez porter plainte. Si je marque une pause dès maintenant, c'est pour que vous fassiez en même temps que nous ce bilan, cette petite... on se pose et puis on met les événements, comme ça on étale tout et il vous viole, il y a plainte, il fait combien d'heures de garde à vue ? Il fait 48 heures de garde à vue.
48 heures de garde à vue. Pendant lesquelles il y aura des auditions de part et d'autre, de son côté et de mon côté. Je sais qu'à ce moment-là, c'est caractérisé de viol, puis de viol aggravé, puisqu'il y a les enfants qui sont là aussi. Oui. Et finalement, ça va être requalifié. Ça va être requalifié en agression sexuelle. Comme Par ça, l'opération du Saint-Esprit. Il peut... Alors, on est en période de vacances judiciaires quand même. Oui. Donc, les juges qui sont là, normalement, ne sont pas là. C'est une juge qui vient... J'ai appris ça après. Et bon, voilà, il devait aller devant le juge des libertés, il n'y est pas allé. Donc, ça a été requalifié d'agression sexuelle. Du coup, il est ressorti sous contrôle judiciaire. C'est pour ça il devait aller en détention provisoire. Ouais. Il est ressorti sous contrôle judiciaire. Mais c'est dramatique. Et là encore, c'est pour ça que je vous demandais de marquer cette pause avec nous, pour se rendre à l'évidence d'une mère de famille violée violemment. On ne va pas dire qu'alors un viol, de toute façon, c'est violent, mais violée dans la chambre où dorment ses enfants, violée de manière très pervers en plus, parce que les détails que vous nous avez donnés au début montrent que cet homme est très pervers, qu'il vous a fait mal. Vous êtes ressorti blessé de cette agression. Et que cet homme ressort libre après 48 heures de garde à vue, après un viol. Et en plus de ça, avec une requalification de viol à agression sexuelle, ce qui n'est absolument pas la même chose. Même si nous n'en sommes qu'au début des frasques de la justice française. Parce que déjà, ça a dû aussi vous ébranler. Moi, ça m'a révolté. Ça m'a révolté parce que d'un côté, lui, en plus, il a le droit à avoir son avocate qu'il connaît très bien. Oui. Et moi, il faudra des semaines avant que je puisse choisir une avocate, un avocat ou une avocate. Voilà. Il faut attendre que, dans la procédure, c'est comme ça. Il faut attendre un certain temps avant de pouvoir se manifester en tant que victime. Et donc là, en fait, on me dit que c'est requalifié pour éviter la cour d'assises et pour être correctionnalisé. Oui, mais au nom de quoi, en fait ? Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire, excusez-moi, madame, vous avez été violée. La cour d'assises, ça coûte cher. Il faut faire venir des jurés. Là, on me dit que ça va être comme ça, beaucoup plus rapide, oui. Et que les peines sont sensiblement les mêmes. Mais c'est faux. Voilà. C'est faux, Mélodie. Mais moi, mon avocate, quand je l'ai des semaines plus tard, je lui dis... Je ne comprends pas, c'est pas normal. Là, je ne suis pas d'accord. Surtout qu'en fait, il est écrit, du coup, agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste par surprise, avec violence, enfin, ci et là. Voilà, juste, il a touché le sexe de madame. Ce qui n'est absolument pas... C'est juste ce qu'il y a écrit. Donc moi, je dis à l'avocate, c'est pas possible, ce n'est pas vrai, c'est faux. Et puis, pourquoi les assises ? S'il faut aller aux assises, et là, elle me dit, non, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière, ça a été décidé. Cette décision a été prise, on ne peut pas revenir en arrière. Alors, je ne suis pas un spécialiste, même si mon frère est avocat, je ne suis pas spécialiste des mécanismes de la justice. Ce que je sais, par contre... pour m'intéresser depuis longtemps aux violences faites aux femmes, je sais ce que c'est qu'un viol. Toute pénétration, de toute façon, est un viol. Mais là, il n'y a même pas de doute sur la pénétration, puisque la pénétration a été loin. Elle vous a même blessé, déchiré des choses. Et aux assises, cet homme risquait jusqu'à 15 ans de prison. Il l'a dit, l'avocat général, lors du premier procès. Donc, voilà la grande différence entre un procès d'assises et un procès en correctionnel. Est-ce que cet homme... Quel est le profil de cet homme ? Parce que, vous savez, moi... Je m'étonne toujours des requalifications. Vous savez, on est dans un pays... Bon, et ça n'est pas la première fois que vous allez l'entendre, parce que je l'ai écrit dans mon livre, je le dis souvent. La France est un pays où l'entre-soi, les petits services rendus entre amis, finalement, c'est depuis la nuit des temps que ça se passe comme ça chez nous. Moi, j'appelle ça de la corruption. Certains trouvent le mot un peu rude, un peu extrême.
Sauf que, je ne sais pas, moi je vais vous citer un exemple, quand un gendarme ou un inspecteur de police joue au foot avec un agresseur, ou alors connaît l'agresseur parce qu'il est entraîneur de foot ou entraîneur de basket de son gamin, il y a obligatoirement des liens qui s'établissent. En plus, nous sommes en province, les gens se connaissent, et il se peut très bien que l'agression sur laquelle finalement on finit, ces 2 jours de garde à vue, finalement ça soit encore une fois un petit service rendu entre amis. Parce que lorsque j'ai pris connaissance de votre histoire, Mélodie, je me suis demandé longtemps comment l'agression que vous aviez subie, le viol que vous aviez subi, a fini par cette qualification d'agression sexuelle faite par surprise par une personne alcoolisée. Moi, je vois dans votre agression de la préméditation. Et donc des faits extrêmement graves. Mais encore une fois, c'est la victime, c'est vous, Mélodie, cette femme qui vous retrouvez lésée déjà dans un premier temps par la police et par la justice, puisque c'est une procureure qui va prendre cette décision, et non une juge. Parce que je crois que c'est un procureur qui finit par suivre ou pas la plainte. Mais ça change beaucoup de choses. Mais oui. J'ai eu aussi le sentiment que la qualification avait reboosté votre agresseur, qu'il y avait vu une opportunité. Et d'ailleurs, ça va se traduire après, parce que vous allez nous raconter comment, tout à coup, cet homme qui vous avait violé, qui écrit à votre mari « Je suis impardonnable, presque désolé », qui, pendant une demi-heure, vous dit « On n'en parle pas, s'il te plaît », et tout, qui sait ce qu'il a fait. Il va changer complètement d'attitude. Oui. Alors, je vous laisse nous raconter la suite. Là, il va complètement nier les faits, et puis très rapidement raconter des choses sur moi, sur lesquelles il va falloir que je réponde, en plus, auprès des inspecteurs de police, auprès du juge. Parce qu'il se passe quoi, en fait? Là, à partir de la plainte va être instruite. Ouais, donc, vous êtes convoqué à la police. Il y a une instruction qui est faite. Et donc, moi, on me demande de désigner 4 personnes à interroger de mon entourage pour me faire un profil. Et puis, lui aussi, certainement. Et puis, il est réauditionné. Et là, il va raconter que sa compagne aussi raconte ça aussi lors d'une des auditions, que je prends de la drogue, des extasies, et que quand je suis arrivée là-bas à la mer, j'en aurais proposé à tout le monde, enfants y compris. Et voilà, que je suis une nymphomane dégénérée, que je lance des procès à tout va, que j'ai trompé mon mari, enfin voilà, tout un tas de choses sur lesquelles il va falloir que je réponde. Jusqu'à qu'on me pose la question même, est-ce que vous utilisez des sex toys? Alors là, j'ai dit, ça c'est incroyable. En fait, je me dis, je suis peut-être une délinquante finalement, mais est-ce que ça justifie pour autant cet acte? Enfin, je veux dire, j'utiliserai des sextoys, ça fait quoi? C'est quoi la différence? Alors là, on était encore dans un autre monde. Qui vous pose ces questions? Là, c'était l'officier de police judiciaire. Voilà. Et la juge, il vous demande si vous utilisez des sextoys. Voilà. Oui, une de ces questions qui me vient comme ça. Mais bon, il a fallu que je réponde de tout un tas de choses. Et c'est comme s'il me traînait quelque part, comme s'il m'avait traîné dans la boue. Mais ça a duré quand même assez longtemps. Puisqu'après, il y a eu... moi, j'ai été auditionnée par la juge. Et puis après, il y a eu une confrontation. Oui. Alors, je vous parle de ça, ça prend des mois. Oui. Ça prend des mois. Voilà. Parce qu'il faut que vous sachiez aussi, vous qui nous regardez, qu'il n'y a pas de comparution immédiate pour un violeur, par exemple, qui s'est excusé par écrit. Donc, pardonnez-moi, mais moi, les choses me paraissent simples, en fait. Cet homme vous viole. Le lendemain, il écrit à votre mari... Je suis navré, impardonnable. Voilà, je suis impardonnable. Et rien ne bouge. Rien ne bouge. Il y a des lésions qui sont constatées. Son ADN qui est, je crois qu'on est au mois d'octobre, qui est retrouvé sur vous qui avez pris de l'ecstasy, ce sont ces accusations. Je précise que, bien évidemment, dans les examens que vous allez subir, il y a une prise de sang et que aucune trace de drogue n'a été, bien évidemment, constatée chez vous. Non, pas fait de prise de sang, oui.
Vous n'avez pas eu de prise de sang? Ah, je pensais que non, vous aviez parce une que prise c'est de sang. venu après. Trop tard, il ne l'a pas dit de suite, en fait. Ah, il l'a dit des mois plus tard. Un peu plus tard, D'accord. Oui. Voilà. Et il n'y a pas de prise de sang dans Mais là, il n'y a pas eu. le contrôle qu'ils vous font. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est de dire à Aujourd'hui- tout le monde que Mélodie ne prend pas d'ecstasy, ni de drogue, ni tout ça. Aujourd'hui, je me demande même si c'est pas lui qui m'a donné quelque chose pour être à ce point endormie. Enfin, je n'étais pas ivre, on avait bu, voilà, comme quand on est dans une soirée, une fête. Je me suis couchée contre mon fils. Je n'ai rien senti venir et ça a pris quand même un certain temps avant que je réalise ce qui se passait. C'est la question qui me restera en suspens, mais bon. Possiblement, il a pu verser quelque chose dans votre verre. Mais sachez qu'à chaque fois que j'ai pu échanger avec des victimes de viol, elles m'ont souvent parlé de cette dissociation, cette phrase qui revenait à chaque fois, « Je n'étais plus là ». Mais oui, c'est ça. Je n'étais plus là. Mon corps subissait ce viol, mais moi, je n'étais comme plus là. Donc, non, l'état de sidération que vous avez vécu, il est commun à toute victime qui subit un assaut comme ça, violent, c'est ça. une prise de pouvoir d'un prédateur, une prise de pouvoir d'un prédateur qui prend, qui se sert. Donc, l'instruction va durer combien de temps, en fait? Ça dure quand même pas mal de temps. Je pense que la confrontation a eu lieu à peu près 6 mois après. 6 mois après. Comment se comporte-t-il lors de la confrontation? Avec une arrogance, un cynisme, un mépris. En plus, il était là, derrière moi, comme ça. Oui. Donc je l'ai eu dans mon dos, j'ai ressenti sa présence et sa mesquinerie. Et là, il continue. Alors cette histoire d'ADN, il va raconter qu'il m'a éternué dessus, que mon short, c'était des vêtements pour dormir que je mettais juste que la nuit, mais que je l'avais mis pour aller à la fête foraine, que je m'étais renversé du vin dessus et que je m'étais essuyé avec son mouchoir. Enfin voilà, il va raconter tout un tas de choses. Cet homme. Voilà, oui, que les lésions, c'est le sable à la mer, voilà. Et qu'avec mon mari, possiblement, que nous avions fait certaines choses et que c'était ça qui avait pu provoquer... Enfin, voilà, bon. Et puis, il va continuer ses accusations aussi envers moi de nymphomane, toxicomane, enfin, tout ça. Voilà. Donc, que vous l'avez aguiché? Aguiché. Parce que je suppose... ça viendra après ça. C'est un grand classique dans les histoires de viol. La technique de la défense, après, c'est souvent de faire passer la victime pour celle qui a déclenché le tout, en fait. Jusque-là, il disait que j'étais jalouse de sa relation avec sa compagne, que j'en voulais pour son argent, que j'avais monté tout un tas de choses contre lui pour m'en prendre à lui. Mais l'instruction, on peut dire qu'elle dure pratiquement... Oui, on va dire 6 mois. 6 mois. Entre 6 mois et 1 an. Et le premier procès? Il a lieu en octobre 2019. Donc combien de temps après le viol? 2 ans. Ça veut dire que donc il faut 2 ans. Et alors, j'entends déjà certains magistrats ou personnes travaillant dans la justice dire « mais elle a eu de la chance quand même ». 2 ans. Parce que finalement, 2 ans, ça n'est pas si long. Dans le temps de la justice. Dans le temps judiciaire, oui. Sauf que pour vous, ça a été une éternité. D'autant plus qu'il était dans mon environnement très proche. Qui était cet homme? Quel était le profil de cet homme? Où habitait-il? Donc là, nous étions en vacances à la mer. Oui. Et nous habitions la ville de Foix en Ariège. Oui. Voilà. Et lui habitait aussi dans cette ville. Il était à l'époque agent immobilier, investisseur. Bon, il a eu... des antécédents déjà démêlés avec la justice pour escroquerie, des choses qu'on savait plus ou moins, qui étaient un petit peu douteuses, mais je pense qu'il nous a bien bernés, manipulés pendant... Il a bien caché son jeu. Ah oui. Oui, il a bien caché son jeu. Donc pendant tout ce temps, ces 2 années-là, en fait, ça nous est arrivé de se retrouver de le retrouver chez nous, carrément, devant la maison. Devant chez vous? Mais il faisait quoi devant chez vous? Donc, il n'avait pas le droit. Oui. Et on l'a retrouvé. Donc, je suis allée au commissariat pour déposer une main courante. Ça
ça n'a pas fait grand-chose derrière Ouais. ça. Je l'ai dit à mon avocate, mais voilà. Parce qu'il avait interdiction quand même de nous approcher. L'endroit où nous habitions était... nous avions autour de nous un stade de foot, de rugby, tout plein d'animations pour les enfants. Oui. Donc là, il s'était mis entraîneur de foot pour les petits de 6 ans. Donc il suivait coach de foot. Et tout le monde, comme c'est petit, tout le monde se connaît plus ou moins. Était plus ou moins au courant de cette histoire, mais comme rien n'avait été décidé, il n'y avait pas de décision du tribunal, du coup, ça lui laissait le bénéfice du doute. Et moi, j'ai souvent entendu voilà, que j'étais folle, que c'est ce qu'il disait, quoi. En tout cas, tant qu'il n'était pas jugé, cet homme était libre et considéré comme innocent, en tout cas présumé innocent. Voilà. Mais lui, bien évidemment, continue sa vie, mais il passe plusieurs fois devant chez vous. Donc les mains courantes que vous signalez à la police n'ont aucune incidence sur lui. Non. D'accord. Non. Avant qu'on en arrive au procès, il y a quand même quelque chose dont on doit parler, c'est l'incidence que ça a eu sur votre vie de famille. Parce que vous nous avez parlé de votre petit garçon qui, à partir de l'agression, va avoir un suivi psychologique, va parfois avoir des comportements qui nécessitent ce suivi psychologique. Est-ce qu'on peut dire que cette agression a marqué le début de la fin de votre mariage? Et oui, ouais. Bien sûr. Ça n'a jamais plus été comme avant? Non, et puis il faut beaucoup de temps pour avancer, se reconstruire, se lever, mettre un pied devant l'autre, avancer. C'est même pas une question de confiance ou de relation de couple, c'est vraiment... voilà, c'est comme si le temps s'arrêtait, était suspendu. Puis tant qu'il n'y a pas de procès, en plus, c'est... voilà, on vit en apnée, dans l'attente que quelque chose soit fait pour venir nous réparer ou nous dire vous avez raison, on est là, les faits sont là. Et puis rien ne se passe. Donc le temps, il file en fait, assez rapidement, finalement, après. Et il abîme ce temps, il abîme, voilà, vide. Jour après jour, ça devient compliqué, c'est pas forcément des grosses tensions, on n'est pas dans des conflits de couple, mais on est dans quelque chose de... Comme si vous étiez empoisonné. Voilà, c'est ça, comme si quelque chose venait nous gangréner. Oui. Ouais. Je ne sais pas si vous en avez le souvenir, mais la première fois que nous nous sommes parlé, vous étiez encore avec votre mari. C'est vrai. Vous m'aviez confié que vous sentiez sa colère après l'agresseur. Mais ce qui est fou, c'est que vous m'aviez dit qu'il avait aussi de la colère après vous. Parce que l'agresseur, il n'est pas là. Donc la personne qui est là... Mais oui, mais... oui, c'est moi. C'est terrible quand même. Oui. C'est terrible d'entendre ça parce qu'il n'y avait pas l'agresseur là. La colère, finalement, c'était vous, c'était après vous. C'était comme si vous aviez une part de responsabilité. Et finalement... Oui. Ce qui empoisonnait votre mari. Tout ça, c'est inconscient quand même. Ben oui. Il ne le faisait pas consciemment. Non. Voilà, c'était vraiment... Et c'était pas des injures ou des propos ou des coups, pas du tout. On n'est pas du tout dans ce genre de violence conjugale. C'est qu'il avait des accès de colère et qu'il fallait... voilà. Et moi, je comprenais ça, c'est normal. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, ça finit par nous épuiser. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas d'affection pour lui, même encore aujourd'hui. Maintenant, on s'entend bien. Donc, il a refait sa vie et je suis très contente que ce soit le cas pour lui et que enfin, voilà, ça se calme de ce côté-là. Mais c'est vrai que tout ce temps-là, je veux dire, aujourd'hui, ça fait 8 ans. Pour moi, c'est 8 ans de ma vie, surtout les 5 premières années qui m'ont été volées. Il m'était venu en idée d'écrire un livre. Et ce livre, je l'aurais intitulé « voleur d'âme ». Parce que c'est exactement ça. C'est comme si on nous aspirait... Oui. Et en même temps, vous n'avez pas été protégée, Mélodie. Et oui. Je le répète encore et je l'assènerai. Ce pays ne protège pas les femmes.
Ce pays ne met pas les victimes dans des conditions optimum pour se réparer, en tout cas pour penser les premières blessures. Oui. Et les premières blessures, si vous voulez, c'est aussi votre enfant, c'est aussi votre mari. Alors bien évidemment, oui, tout ça serait très onéreux, mais on sent dans votre histoire que votre famille a volé en éclats et que tous ces morceaux étaient comme éparpillés en lévitation, mais que aucun spécialiste, personne n'était là pour vous aider les uns et les autres à recoller tout ça. Au contraire même. Avec un agresseur qui, en plus, paradait. Parce que je pense que ça a été aussi très dur pour votre mari, c'est de voir que cet agresseur devenait l'entraîneur de foot du coin, continuait de rouler dans sa grosse voiture, parce que c'était un homme qui était quand même assez volubile. Assez, il se le faisait, oui, voilà, mais pas tant que ça finalement. Oui. Non, mais à côté de vous, en tout cas, qui étiez des gens discrets, c'était quand même quelqu'un de très différent. Voilà, oui, bien sûr. Votre mari sera là quand même au procès, au premier procès. Oui, au second aussi. Vous êtes encore ensemble au premier procès? Oui. D'accord. On en arrive à ce premier procès, donc. Comment ça se passe, ce premier procès? Le premier procès, c'est très froid. Alors, mon avocate demande à huis clos. Il y avait du monde avec nous, ils n'ont pas pu rentrer, du coup. Je pensais que les gens proches, que le huis clos était fait pour éviter le huis que clos, n'importe c'est qui... Voilà. Tout le monde ou personne. Voilà. Donc, personne n'est rentré. C'est bien dommage. Du coup, il n'y avait que nous, lui et sa compagne, et des étudiants qui étaient là. Pardonnez-moi, mais votre avocate, qui dans un premier temps, je m'excuse de vous dire ça, mais laisse un peu les choses à volo et laisse surtout la qualification de viol finir en agression sexuelle. Et là, pourquoi demande-t-elle le huis clos? Elle me l'a demandé, mais moi je lui ai dit oui, mais je veux quand même que mes proches rentrent. Ouais. Et au moment de rentrer, on leur a dit non, vous ne rentrez pas. Et là, on ne pouvait pas y revenir dessus. Donc, elle ne vous a pas expliqué au moment où... non, malheureusement, j'aurais vraiment aimé qu'il soit là. Oui. Mais oui. Oui. Parce que quoi qu'il arrive, un procès, c'est une pièce de théâtre qui se joue entre des acteurs qui s'affrontent et je pense que ça aurait été beaucoup moins confortable pour votre agresseur s'il y avait eu au moins déjà vos proches, des gens qu'il connaissait. Parce que je suppose que votre sœur est venue, votre ex-beau-frère est venu. Lui, il n'est pas venu, mon ex-beau-frère. Non, il n'est pas venu. Donc comment ça se passe à huis clos? C'est très difficile. Nous sommes d'un côté avec mon mari, assis tous les deux, tout seuls. Oui. Il y a mon avocate qui est pas très loin. Et puis lui, encore une fois, il est derrière avec sa compagne. Et on est là, on est figé, on bouge pas. Il n'est même pas dans le box des accusés? Non, il est aussi... voilà. Comme vous, en fait. Ah, c'est ça. Au même niveau. Et puis il y a des stagiaires qui sont là, entre nous. Mais bon, il est là, il est dans notre dos et c'est difficile parce que... il rigole un petit peu de tout. C'est comme si... et puis il va parler à la barre. C'est comme si c'était un jeu pour lui, finalement. C'est très facile. Il parle au juge avec une aisance déconcertante. Que raconte-t-il au juge? Il recommence? Ah oui, et puis oui, il est sûr de lui, vraiment, il est déterminé. Et ces juges qui sont là l'entendent et lui laissent possible. Enfin, c'est comme si, moi je ne sais pas, je suis là, je découvre cela. C'est comme si il pouvait être entendu aussi. Comme si, voilà, peut-être qu'on pourrait, à un moment donné, lui donner raison. Enfin, on l'écoute en tout cas. Alors, on l'accable pas. La justice de ce pays et la démocratie qui est notre pays donne le droit à chacun. Voilà, bien sûr. Alors ça, c'est terrible. Moi, ça ne me choque pas. Oui. Mais ce que vous semblez traduire, c'est que personne ne le bouscule. Non, on l'accable pas. Voilà. Et on vient quand même de dire qu'il y a tout un tas de choses qui vont bien contre lui, qui sont retenues contre lui, parce qu'il y a l'ADN, parce qu'il y a des faits qui se corroborent, il y a plein de choses qui peuvent statuer contre lui. Il y a le témoignage de vos enfants.
Ah oui, de ma sœur, de mon beau-frère, voilà, tous ces Il y a témoignages. le SMS Oui. écrit à votre mari, l'ADN, voilà, les blessures qu'il vous a infligées. C'est un viol, je le rappelle. Et personne ne le bouscule, en fait. Non. Il n'y a que l'avocat général, le procureur. Le procureur, l'avocat général, c'est l'avocat général. Qui fait un oratoire, c'est ça ? Il parle, mais alors avec vraiment une puissance en disant, voilà, pour ce genre de délit, c'est tant de, comme on disait tout à l'heure, 15 ans de prison, je ne sais plus combien d'amendes, on peut pas juger Mélodie d'avoir fait la fête cette soirée-là, enfin voilà. Vraiment, il a eu des mots, ça a résonné en moi, je me suis dit, waouh. Après, c'était peut-être du spectacle ou je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, ce petit moment-là avait été assez réconfortant. Sympa. Il faut que vous sachiez, mais je le dis aussi pour ceux qui nous regardent, que l'avocat général, le procureur, il représente la société. Et c'est ce pourquoi il s'appuie, lui, vraiment sur les éléments solides du dossier. Oui, sur le factuel. Et je pense que pour le procureur, il ne faisait aucun doute, Mélodie, que vous aviez bel et bien été violée par cet homme et qu'il avait beau faire tout son cirque. Il a réclamé d'ailleurs combien, le procureur, ce jour-là ? Alors, je crois qu'il avait réclamé 7 ans, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Ce qui est en correctionnel à peu près la peine qui est réclamée. Je crois que c'est 8 ans le maximum. Voilà. Donc lui est entendu par les juges et puis après mon avocate. Moi je vais parler mais très rapidement finalement parce que je me pose pas tant de questions et puis je sais pas, c'était assez froid, assez difficile de se retrouver là dans cet environnement. Et puis c'est son avocate qui parle en dernier lieu et qui va là dire que je suis en plus amoureuse de lui et que j'ai inventé tout ça parce que ça n'existe pas, mais du coup, comme je suis en colère de ne pas être avec lui, voilà. Elle va raconter tout ça. Alors là, j'ai failli tomber de ma chaise, mais je ne bouge pas, j'écoute. C'est un grand classique, hein. Voilà. Vous le savez. Maintenant, oui, mais là, vraiment, ça surprend. C'est difficile à entendre. Et d'ailleurs, mon frère est avocat, et j'en parle souvent avec lui de ça. Et il ne défend pas de violeur parce que il sait qu'il va devoir mettre en doute la parole des victimes. Et je trouve que c'est très compliqué la mission des avocats qui défendent ce type de monstres. Parce que finalement, il se doit de vous décrédibiliser. Donc vous étiez amoureuse de lui, vous étiez fan d'ecstasy, vous aviez fait la fête. Attention, Mélodie avait fait la fête, elle avait bu de l'alcool. C'est pas bien. C'est pas bien, Mélodie. Oui. Voilà ce qu'on était en train de vous dire. Oui, et puis aussi que j'étais... je me souviens de mon avocate qui dit au juge, regardez comment elle présente, comment elle est habillée, parce qu'il me décrivait comme quelqu'un de sale. Une souillon. Oui. Vous m'aviez parlé de souillon. Oui, c'est ça. À l'époque. Voilà. Oui. Ce short que je mettais la nuit pour dormir, je le mettais la journée pour aller à la plage, pour aller à la fête. Voilà. Au final, lors de ce premier procès, il est condamné à quelle peine ? Donc là, il y a un délibéré. Oui. Donc j'entends les stagiaires qui disent derrière « Oh, la pauvre, c'est pas possible, ils ne peuvent pas lui faire ça ». J'entendais qu'ils disaient... voilà. Et la pauvre, c'était vous ? Oui. Et donc ce délibéré a lieu 1 mois ou 2 plus tard. Et là, donc j'apprends qu'il prend 3 ans de peine et 18 mois ferme. Voilà. 3 ans donc de prison, dont 18 mois ferme. Oui. Ok. Avec 24 mois de mise à l'épreuve. D'accord. Ce qui n'est rien comparé à la gravité des faits. Voilà. Vous faites appel ou c'est lui qui fait appel ? Donc là, il a 10 jours pour faire appel. Nous avons 10 jours, l'un et l'autre, les 2 parties, pour faire appel. Les 10 jours se passent. À la dernière limite, vraiment pas la dernière minute, mais pas loin, il fait appel.
C'est lui qui fait appel. Mm. Vous à l'énoncé du verdict, en fait, parce que je dois dire encore, je dois commenter, parce que je connais Mélodie. Mélodie est une personne extrêmement douce, extrêmement gentille, en fait. Et vous avez vécu un cauchemar. Et j'ai eu l'impression, quand vous m'avez parlé de ce premier verdict, que finalement, bon, il allait être emprisonné, mais que cette peine, elle ne voulait rien dire pour vous, pratiquement, qu'elle n'avait aucun sens. Oui, c'est ça. Oui. Pourquoi elle n'avait aucun sens, en fait, Mélodie? Ça vient là comme ça, finalement, et on attend ça. J'attendais ça. Et puis, ça vient là. L'avocat général, on l'a dit tout à l'heure, demande 7 ans. Là, on parle de 18 mois. Ouais. Ferme. 18 mois ferme, c'est en général avec le bracelet. Maintenant, ils ne vont plus en prison. Il y a des chances, oui. Voilà. Ouais. Et je me dis, bon, il y a un jugement. Il faut te satisfaire de cela. C'est fait. Il a été condamné. Il a été condamné. Vous êtes reconnu comme victime. Voilà. D'accord. Et puis, c'est pas l'extase, quoi. Ouais. Non, je me doute. Voilà. Sauf je me que, dis tout ça pour ça. Voilà. sauf que il fait appel. Sauf qu'il fait appel. Ce Et donc qui là, c'est est quand même reparti. incroyable. Là, c'est reparti. Oui. Et c'est pire même, puisque au niveau du contrôle judiciaire, je pense que voilà, il n'y a plus rien. Vont se passer 3 ans jusqu'au procès à la Cour d'appel de Toulouse. Donc 3 ans après l'appel. 3 ans après. D'accord. Ce qui est quand même pas rien. Vous noterez qu'entre le viol donc, et le procès en appel, 5 ans. Voilà. Voilà ce qui est infligé à une femme qui a été violée. Voilà. Je le répète parce que je trouve ça c'est surdimensionné. Ouais. Surdimensionné. Et 5 ans durant lesquels, en plus, vous continuez à subir cette situation. Oui. Parce que... 5 ans où, voilà, aujourd'hui on dit que c'est 5 ans, mais quand on est vraiment dans le temps, c'est jour après jour, l'attente. Ouais. Là, c'est là, au-dessus de nous, ça plane, il y a quelque chose qui plane. Et lui, il est là encore tranquille. Sa compagne aussi encore à cette époque-là, je pense qu'ils étaient ensemble, oui, ils se sont séparés après. On les croise, ils nous regardent avec beaucoup de mépris, des regards noirs. Nous, les enfants, voilà, il faut comprendre que chaque jour, il y a dans notre environnement quelqu'un qui va nous renvoyer ou nous ramener à ça. Il faut que, son fils, il faut que vous sa famille. de voilà. votre fils. Voilà. Parce que je crois me rappeler que votre fils a déclenché des troubles liés à la peur que lui inspirait cet homme. En tout cas, cette nuit-là a déclenché chez votre enfant... Mais pour les deux, en fait, même. Pour les Ma deux. fille aussi. Ça s'est venu... ça s'est révélé dans le temps aussi. Oui, mais c'est voilà, important que vous nous suite. racontiez ce qui s'est passé pour vos enfants. Nos enfants, il faut savoir, donc je vous ai dit qu'on était dans une éducation positive. On les a accompagnés depuis petits. Ils ont été dans une école alternative. On n'était pas du tout dans les punitions, la fessée, ce genre de choses. Ils n'ont jamais connu ce genre de choses. Donc là, à ce moment-là, il se passe ça. Et nous sommes encore là pour eux, plus que tout d'ailleurs. Et donc on se rend compte très rapidement que pour Léo, c'est mon fils, c'est compliqué à l'école, avec les copains, il n'a plus envie d'aller au foot, il faisait du foot, il n'a plus envie d'aller faire ses activités sportives. Voilà, ma fille, c'est pas encore de suite, c'est après un petit peu plus tard que ça va venir se révéler, cette peur. Parce que, en fait, si vous voulez, je pense que s'il y avait eu une réponse immédiate à tout ça, ça aurait de suite stoppé le traumatisme, l'histoire, ce qui va devenir un abcès, qui va gonfler, voilà, ça se serait percé, ça se serait, je pense, c'est là, c'est permanent, c'est présent, on est dans quelque chose de, voilà. Et Léo, il a commencé à se ronger les ongles aussi à ce moment-là, voilà, mais on a mis tout un tas de choses
On est allé, je sais qu'il s'est révélé une passion pour le ski. On a trouvé un moniteur de ski exceptionnel. Donc, on a pris sur nous. On l'a amené le mercredi, le dimanche. Alors, je le remercierai jamais. Il ne sait pas cette histoire, mais il l'a remis dans des choses positives, renouées entre son corps et son esprit et tout. Ouais. Et pour autant, c'est toujours là. Léo avait peur. Un jour, je vous avais raconté cette histoire. Nous étions en train de manger et il y avait la télé en bruit de fond là dans le salon. Et on entend cette histoire de la petite Maëlys qui est retrouvée dans les bois. Oui. Et mais je parle de ça, on est longtemps après les faits, donc on n'en parle pas tous les jours de ça. On vit avec, mais on n'en parle pas. Et puis lui, il dit ah mais ils l'ont retrouvée. Et donc je lui dis oui, ils ont retrouvé son corps dans les bois, elle est morte. Et puis ça vient comme ça. Et c'est comme si Richard venait me chercher et m'emmenait dans les bois, et vous me retrouvez plus. Et voilà, c'est saisissant quand même, quand ça tombe comme ça. Voilà. Mais 8 ans. À 8 ans, ce petit garçon a vu un homme pénétrer dans sa chambre et agresser sa maman. Oui. Il a vécu un cauchemar éveillé. Après, on les a accompagnés, vraiment suivis. On parle beaucoup avec eux, même encore aujourd'hui. Hein. J'ai eu des ados... très ressourçant et plein de ressources. C'est tellement chouette. Comment vont-ils aujourd'hui? Ça va mieux? Oui, ça va. Oui. Votre fille est en fac? Elle est rentrée là en licence à Toulouse, oui, elle est en fac. Et Léo pousse? Et Léo, il est en terminale. Bon, et il rejoue au foot ou pas? Oui, il joue au tennis. Très bien. Il fait du tennis, du ski, il fait beaucoup de sport. Il est très bon dans le sport. Il est très gentil, ils sont adorables tous les deux, vraiment. Mais comme vous l'êtes, et comme le papa aussi, parce que vous étiez une famille de gentils. Et vous êtes toujours une famille de gentils. C'est sûr. Les choses ont un peu bougé à cause de ce fameux Richard, qui donc fait appel, 5 ans après, procès donc en appel. Votre relation avec votre mari, en fait, parce que vous êtes séparés à cause de cette histoire, elle a empoisonné votre couple. Oui. Vous vous séparez combien de temps après? On s'est séparés en 2021. 2021, oui, c'est ça. Donc... 2 ans après le procès. 2 ans après le procès. D'accord. Il vient quand même à l'appel avec vous? Oui. D'accord. Oui. Donc l'appel qui est en 2022. Donc l'appel qui n'est plus donc jugé à Foix, mais à Toulouse. À Toulouse. À la cour d'appel. Comment se passe ce deuxième procès? Le procès va se passer... Alors, il ne vient pas. Il ne vient pas. Voilà. Son avocate ne vient pas. Donc nous nous retrouvons dans cette salle avec les magistrats, les jurés, enfin tout ça, et lui, et entre nous. Voilà. Quelque part, il m'a contrainte à subir un deuxième procès sans lui venir. Et là, je me dis, c'est complètement... Enfin, c'est encore pire, en fait. Parce qu'il y a une peine qui est donnée. Aujourd'hui, il faut qu'il prenne plus, forcément. Rien que pour ça. Forcément, moi, il y a les faits qui sont là, mais c'est vraiment du mépris envers... Du mépris envers vous, envers la justice. Oui. C'est très étonnant qu'il ne soit pas venu à son procès. Alors, il faut savoir que le procès devait avoir lieu au mois de mars, le 8 mars. Ouais. Et la veille du 8 mars, mon avocate m'appelle pour me dire qu'il a changé d'avocate et que celle-ci demande un report d'audience. Voilà, donc il se joue quelque part de tout ça. Mais qui lui a été refusé, donc, puisque le procès a lieu. Le procès est reporté au mois de septembre. Le procès est reporté? Oui. D'accord. Voilà, donc le procès est reporté. Oui, et donc, à ce procès, il n'est pas là et son avocate n'est pas là. Voilà. Donc là, le procès se passe quand même. Juste ce que j'ai pas dit dans le premier procès, donc ça avait été quand même relevé, c'est écrit sur le document, que les faits sont d'une telle gravité, s'agissant de faits sur une maman avec ses 2 enfants. Oui. Voilà. Aussi, il a eu une histoire d'attouchement sur un mineur en 2008, qui là ressort à la cour d'appel. Oui. Au procès, le premier procès, on n'en parle pas. Et là, ça ressort à la cour d'appel. Pour quelqu'un qui était blanc comme neige, mais qui avait déjà un casier judiciaire déjà fourni d'escroquerie, il y a quand même en 2008 attouchement sur mineur. Voilà. De moins de 15 ans. Ouais, 5 ans et demi. 5 ans et demi. Ouais. Fait
pédophilie. Et moi, je tombe là-dessus. Ben oui. C'est incroyable. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, Mélodie, que c'est un élément qui va tout de même peser sur la suite des événements. Oui, voilà. On prend en considération ces faits-là. Ça avait abouti à un non-lieu en 2008, faute de preuves. Parce que, voilà, il faut savoir que moi, j'ai des preuves. Pour autant, c'est pas jugé quand même dans le temps, dans un temps raisonnable. Et s'il n'y avait pas ces preuves-là, ce serait parole contre parole. Et quand c'est parole contre parole, c'est difficile d'aboutir à un jugement en faveur de la victime. Ce procès en appel se solde sur quelle condamnation, là? Donc là, ça passe à 4 ans. 4 ans. 4 ans, dont 3 fermes. D'accord. Avec toujours ces 24 mois D'accord. Mais là, on est quand même sur 3 années de prison ferme. Ça commence à ressembler à quelque chose, en tout cas à une condamnation. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il va aller en prison, cet homme? Pas de suite. Enfin? Non? Non. Pas de suite? Non, pas de suite. Il est peut-être un peu occupé, peut-être il a un emploi du temps chargé. Il disparaît de la circulation, je ne sais pas. Oui, voilà. Non, il est allé en prison presque une année après. Il a été inculpé après un test d'alcoolémie. D'accord. Voilà. Donc, pas du tout dans des circonstances auxquelles je m'attendais. Enfin, moi, je me suis dit, il y a le procès. Et les très rapidement, vont aller le chercher, voilà. Et on va l'incarcérer. Voilà. Oui. Non, pas du tout. C'est bien des mois après. Il se fait contrôler. Et puis, on lui dit, mais monsieur, il faut que vous alliez en prison. Donc là, il part en prison. Et il ressortira presque... Je pense qu'il a fait une année, finalement. Mélodie, nous sommes 8 ans après les faits. 8 ans après cette nuit où vous avez été violée dans la chambre où vos enfants ont, en tout cas pour Léo, assisté à tout ça. Et votre agresseur n'a fait qu'1 an de prison. Et il a, alors c'est encore les possibilités qu'offre la démocratie et la justice, il s'est pourvu en cassation. Ça vous inspire quoi, tout ça, lorsque vous regardez ces 9 années qui viennent de s'écouler? C'est compliqué. Je trouve que la justice n'est pas là pour les victimes, vraiment pas. Le premier jour, quand j'ai porté plainte, le lendemain, quand je suis allée au tribunal, on m'a dit « vous avez bien fait, le plus dur va être cette semaine, après, ne vous inquiétez pas ». J'aime bien « ne vous inquiétez pas » parce que du coup, je me suis dit « je dois m'inquiéter de quelque chose qui va arriver ». Nous serons là, si vous avez besoin, on va vous accompagner, on va vous seconder, on va vous épauler, vous avez l'aide aux victimes qui est là, enfin tout ça. Et là, je me dis, super quoi, c'est très bien. Et finalement, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui est là. Et pire, c'est comme si, à un moment donné, c'était lui qui était victime d'une machination. Et comme si moi, on me demandait de me justifier sur tout un tas de choses. C'est un rouleau compresseur, cette justice, pour les victimes. Enfin, pour moi, en l'occurrence, de toute façon. D'un autre côté, j'ai des amis qui sont aussi dans ce domaine-là, qui travaillent. J'ai une amie qui est juge, j'ai des amis qui sont magistrats. Ouais. Et ils expriment aussi facilement leurs difficultés auxquelles ils sont confrontés dans le travail. Les dossiers qui s'enchaînent, les comparutions, où ils accueillent parfois des jeunes très très tard le soir parce que ça s'enchaîne et parce qu'ils n'ont pas le choix. Les juges étouffent sous les dossiers. Et voilà. Donc je pense que la justice est en souffrance aussi. Oui. Forcément, ça rejaillit et ça fait boule de neige. Et puis c'est nous qui après, en recevons l'impact. Le problème vient de plus haut, je pense, au niveau du gouvernement. Et je me dis, à chaque élection, on parle de l'éducation, de la santé. Alors, je ne dis pas que ça fait des merveilles d'en parler, puisqu'il y a aussi des défaillances de ce côté-là, et on le sait, on le voit bien. La justice, on en parle peu, finalement. C'est très peu abordé lors de chaque élection, dans les programmes. Et je pense que vraiment, là, il y a un manque de moyens. C'est évident. C'est criant. C'est évident. Et puis, l'écoute, rien que l'attention. C'est un milieu qui est, pour moi, complètement déshumanisé. Il y a pas...
C'est comme si il fallait qu'il soit détaché de tout affect, de toute implication. Alors, je peux essayer de comprendre cela. Mais moi, quand je suis victime de l'autre côté, j'ai envie de crier, de hurler, je suis là, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que quelqu'un me dise quelque chose. Vous savez, le psychiatre, j'ai été suivie par un psychiatre, je le remercierai jamais encore assez, à Toulouse. D'ailleurs, je l'ai trouvé, ce psychiatre, en recherchant, et je dis toujours, voilà, c'est à moi de me bouger, d'aller rechercher les gens compétents. J'ai vu des gens bien, moins bien, mais vraiment, c'est à chacun d'entre nous d'aller mobiliser ces ressources qu'on a et d'aller chercher, trouver des gens comme ça. Ce psychiatre, le jour où je suis allée le voir, j'en avais vu un premier qui m'avait donné tout un traitement, et puis bon, voilà, puis c'est tout, quoi. Et lui, je vais le voir, la première chose qu'il me dit, Mélodie, vous êtes une victime. Vous êtes une victime au même titre que les victimes d'attentats, d'agressions, de vols, de tout ce que vous voulez. Et vous êtes en syndrome de stress post-traumatique. Ça, presque 6-8 mois après. Et j'ai pleuré. Je me suis dit, enfin, quelqu'un qui me dit quelque chose qui, voilà... Qui pose les vrais mots sur ce que je suis en train de vivre. Eh oui. Et du côté de la justice, personne ne m'a dit ça. La juge, lors de la confrontation, déjà, la juge, quand elle m'a auditionné à moi, m'a demandé ce que je voulais. Qu'attendez-vous, madame, de la procédure ? Qu'attendez-vous ? Je ne m'attendais pas du tout à cette question. Après m'avoir posé tout un tas de questions ignobles et variées, surprise, je lui dis qu'il y ait réparation et que ça a un sens dans ma vie et que je ressorte de ça. Voilà, sans trop de blessures, sans... En fait, elle attendait... J'ai appris après qu'il ne fallait surtout pas dire que cette personne aille en prison ou que je veuille de l'argent ou que je fais ce genre de choses, quoi. C'était pour vérifier mon intention. Qu'attendez-vous de la procédure ? Donc je trouve ça déjà complètement fou. Et lors de la confrontation, elle a dit... Donc elle me dit, à la fin de la confrontation, elle me dit... Il n'a pas le droit de vous approcher, ce genre de choses. Voilà. Et lui, je ne sais plus ce qu'il dit, mais elle lui répond, ne vous inquiétez pas, elle n'a pas le droit de vous approcher non plus. Elle lui a dit ça aussi. Et là, je veux dire, c'est complètement fou, quoi, parce que on se sent pas du tout crédible ni légitime là-dedans. En lui disant ça, elle vous met au même niveau que lui. On est au même niveau à ce moment-là. Voilà. Et moi, je suis blessée dans mon intégrité de femme. Mais ça a dû vous abîmer énormément. Blessée dans mon intégrité de femme, mais blessée dans mon intégrité de maman, d'épouse, de mère, Mais en entendant ça, c'est pire. Ça rajoute une blessure... De la souffrance à la souffrance. Mais oui. Donc, oui, il manque de moyens dans la justice, mais il manque aussi d'humanité, de respect, d'accompagnement, d'empathie. Juste, même s'il ne le pense pas, juste essayer de trouver des mots pour, dire « Ok, c'est ok, on comprend, vous avez subi quelque chose. » C'est pour ça que j'avais envie que vous racontiez votre histoire. Alors, bien évidemment, vous, et surtout vous, mesdemoiselles, mesdames, qui avez écouté Mélodie, ça ne doit pas vraiment vous inspirer à porter plainte et à avoir confiance en la justice, sauf que, au même titre que lorsque votre compagnon ou votre mari vous met un coup, je vous le dis et je vous le répéterai, il faut partir tout de suite. Mais à ce même titre, il faut porter plainte. Parce que c'est quand même la meilleure manière d'obtenir réparation, même si, vous l'aurez noté, le temps de la justice et l'état de notre justice fait qu'on est 9 ans après, que l'agresseur de Mélodie n'a fait qu'1 an de prison, qu'il se pourvoie en cassation. Alors, ça n'est pas certain qu'ils l'obtiennent. Non, ça a été refusé. Ça a été refusé. Mais en tout et pour tout, finalement, il n'aura fait qu'1 an de prison parce qu'il ne va pas y retourner en prison. Oui. Ayant pris 3 ans, il a dû bénéficier des remises de peine
voilà, calculé chaque mois. Hein, il y a un nombre de jours. Et puis, il a dû avoir un bracelet électronique très rapidement. Oui. Donc voilà, en fait, moi, je voulais que vous écoutiez l'histoire de Mélodie pour que, bien évidemment, cela vous inspire une réflexion. Je vous le dis souvent, le pouvoir que vous avez aujourd'hui, c'est celui de voter et donc d'influer sur celles et ceux qui, demain, dirigeront ce pays et pourront peut-être se dire que cette justice, elle a besoin de moyens, elle a besoin donc d'argent pour avoir plus d'hommes et de femmes qui viendront soulager ces juges qui étouffent sous des piles de dossiers et qui sont complètement débordés. Mais surtout, en vous écoutant, Mélodie, je me disais qu'au même titre que lorsqu'on parle de la justice et la délinquance des mineurs, la justice pour les mineurs, on a eu un ministre qui a enfin fait en sorte que les mineurs soient jugés très rapidement, je crois, dans les premiers jours du délit. Mais moi, je crois fermement que respecter les femmes de ce pays, les victimes femmes de ce pays qui sont agressées, qui sont violées, battues, je pense qu'il devrait y avoir un ordre, vous voyez, un ordre de délit, de crime à juger immédiatement. Bien sûr. Parce que je pense que rajouter de la souffrance à la souffrance comme vous l'avez vécu, c'est intolérable et ça n'est pas digne. Ça n'est pas digne d'un pays comme la France. Je parle de la France parce que c'est mon pays et c'est ma justice. Et pour l'instant, moi, je vais vous dire, j'aimerais pas avoir affaire à cette justice. Vous savez, j'ai plusieurs amis juges, moi aussi. Et je leur dis, et vous savez quoi ? Ils me répondent, t'as raison. Et oui. C'est flippant d'entendre un juge vous dire, je comprends que tu n'aies pas confiance en cette justice. Et vous savez, quand ils me disent ça, bien évidemment, ils argumentent. Ils me disent, 2 d'entre eux, parce que j'ai pas 10 juges dans mes potes, mais j'en ai 2. Ils me disent, nous n'avons pas les moyens de bien faire notre métier. Oui. Nous n'avons pas le temps de lire les dossiers comme il faut. Donc voilà, on ne peut pas être en mesure de bien juger. Et ils souffrent beaucoup de ces situations. Donc, vous avez raison, c'est vous qui avez parlé de la souffrance de ces magistrats. Vous en avez fait les frais, mais j'espère que cette histoire pourra vous inspirer et puis peut-être inspirera quelques politiques qui vont voir cette vidéo pour que peut-être on réfléchisse à, comme pour les mineurs, faire en sorte que les femmes violentées, les femmes agressées puissent bénéficier d'une justice plus rapide. Parce que c'est intolérable de laisser une victime des années comme ça, un agresseur dehors. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Parce que on va conclure, ça fait 1h30 qu'on est ensemble, déjà. Et le temps passe vite. Je vous l'avais déjà dit à parler avec vous, le temps passe vite, parce que c'est en même temps poignant, mais tellement important de vous entendre. Vous allez comment aujourd'hui ? Plutôt bien. Alors, vous savez, je vous l'avais dit, j'avais fait des formations dans l'hypnose et ce genre de la programmation neurolinguistique. Donc, ça m'a beaucoup aidé, moi aussi, pour mon cheminement et mon développement personnel. Et puis, en même temps, ça me permet d'aider les gens autour de moi et de comprendre aussi leurs souffrances et de répondre à cela, puisque je l'ai vécu. Donc, je peux très bien, et vous savez qu'il y en a beaucoup autour de nous, finalement. Ouais. Et qui se taisent et qui ne parlent pas. Donc de ce côté-là, c'est plutôt sympa. Après, moi, je suis quand même j'ai une valeur essentielle, c'est la joie. Et le critère de la joie, pour moi, c'est le partage. Donc même quand ça ne va pas, parce que voilà, forcément, il y a des jours où il y a des choses qui reviennent. Ça sera toujours quelque part, là. Voilà, pour autant, je me bouge, je vois du monde, je sors, je rencontre des gens, j'adore la musique, partager des moments festifs. Voilà, donc mon mari, lui, refait sa vie, mon ex-mari, du coup, puisque nous sommes divorcés. Les enfants, ça va plutôt bien. Et puis moi aussi, donc j'ai rencontré quelqu'un là récemment. Et voilà, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Vous êtes forte, Mélodie. Ouais. Vous êtes forte. Bon, moi, je l'ai détecté dès les premiers instants, dès nos premiers échanges.
C'est pour ça que on s'est parlé sur une radio dans le passé et que je voulais que vous veniez sur YouTube évoquer votre histoire parce que vous êtes aussi représentatif de cette force qui vous habite, de cette force que beaucoup de femmes ont à affronter l'épreuve. Et je suis bien content de savoir que ça va bien. Merci mille fois d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Merci Lointaine région, si belle région à laquelle vous êtes attaché. Puis nous ne serons pas sans nous reparler, bien évidemment. Avec plaisir. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés, d'avoir écouté l'histoire de Mélodie. Vous savez que vous pouvez commenter tout ce que vous avez entendu dans cette vidéo. Vos commentaires nous intéressent. Mélodie les lira avec une grande attention, moi aussi. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas, si vous voulez être averti de la prochaine vidéo à venir, d'appuyer sur la petite cloche et puis continuer de parler à vos amis, à tout le monde de cette chaîne. Dans le monde d'Olivier, c'est aussi disparu, vous le savez, on parle de disparition aussi sur cette chaîne. Et puis bientôt, on parlera de réconciliation avec le médiateur. Ça sera dans quelques semaines. En attendant, merci d'avoir été tout ce temps avec nous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis, je me réjouis de vous retrouver très, très vite. Salut.